Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h, la toute première édition de la semaine sur Equinox Télévision. Bonne nouvelle pour le football camerounais, la suspension de la FECAFOOT vient d'être levée. Cette nouvelle coïncide avec l'installation ce jour à Yaoundé des membres du comité de normalisation. L'équipe que conduit le professeur Joseph Owona a pour mission de ramener de l'ordre dans notre football. Infanticide à Douala, une fillette âgée de 5 ans a été induite du piment dans ses parties intimes. L'auteur de l'acte, qui est sa tutrice voulait, dit-elle, lui remettre à l'ordre. Cette dernière a été conduite dans un centre hospitalier tandis que son bourreau reste introuvable. Et puis législative et municipale 2013, l'heure est actuellement à l'examen des dossiers de candidature au quartier général d'Elections Cameroun, tandis que la polémique sur le sort qui a été réservé à certains dossiers de candidature continue à être sur la table des discussions. Nous essayons de décrypter ce qui s'est réellement passé en deuxième partie de ce journal avec nos invités. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. Nous parlons de sport en ouverture de cette édition d'information pour signaler donc la prise de fonction du comité de normalisation a donc réhabilité Tombi Aroko. Le secrétaire général de la FECAFOOT a réintégré le siège de la FECAFOOT 6 à Tinga, c'est à Yaoundé, en l'absence de l'équipe de John Begeninde. La page des conflits de compétences est désormais tournée à la FECAFOOT. Sal John et Marcelin Garçon. Prévu à 11h, puis 13h. C'est finalement à 15h30 que la prise de fonction des membres du comité de normalisation a eu lieu. Une heure avant, le préfet du département du Fundi et le sous-préfet de Yaoundé 2 sont venus s'assurer que toutes les conditions sont réunies pour dérouler le tapis à ceux qu'on présente comme les sauveurs du football camerounais. Parmi les images fortes, le retour en force du secrétaire général déchu, Tombi Aroko. Il a retrouvé une maison où il était devenu persona non grata depuis quasiment un mois. C'est d'ailleurs à lui que le secrétaire général de la FIFA a écrit le 20 juin dernier pour constater la composition du comité de normalisation. Tombi Aroko était le premier à prendre la parole au cours de cette brève cérémonie. L'expression de nos sincères salutations. Sa présence ainsi que celle des autres employés de la FECAFOOT était l'un des préalables posés par la FIFA. En revanche, on a cherché en vain les traces de ceux qui, ces dernières semaines, faisaient la pluie et le beau temps à la FECAFOOT, et notamment John Begeninde, Essomba Eyenga et autres David Mayebi. Les gros bras recrutés par ces derniers étaient bien en poste et filtraient même les entrées. Une scène que les vigiles d'une société de la place chassés par Essomba et Yenga, ont vécu à distance. Eux qui gardent désormais le siège de la FECAFOOT à partir de l'extérieur. Une ambiance délétère dont on espère que la prise de possession des locaux par Joseph Owona et compagnie relèguera dans les annales du passé. Pour que ça marche bien, les choses puissent bien marcher pour le football camerounais. C'est ça qui m'a amené. Pour que vive à nouveau le football camerounais. Eh bien, notons que le comité de normalisation est constitué de 11 membres, 11 ressortissants camerounais et 2 de représentants de la FIFA et de la CAF. Eh bien, ces membres sont donc constitués pour l'essentiel des hommes de droit et des anciens footballeurs ainsi que des dirigeants sportifs. Retrouvons une fois de plus le portrait de ces membres avec Sal John et Marcelin Ganson. C'est lui le normalisateur en chef et son arrivée à la FECAFOOT a été applaudi par quelques curieux. Le professeur Joseph Owona est le chef d'orchestre du comité qui a officiellement pris ses quartiers au siège de la Fédération camerounaise de football. L'ancien ministre des Sports, dont on connaît le franc-parler et la rigueur, doit peser de tout son poids pour sortir le football camerounais de sa longue impasse. Le comité de normalisation comptait également dans ses rangs d'autres grands noms qui ont roulé leur bosse dans le football. Le vice-président Emmanuel Ngassa Api, avec qui Union de Douala a remporté les plus grands trophées de son histoire. Sa liberté d'esprit était un atout à capitaliser. Le président du Conseil supérieur des sages d'Union de Douala,
est l'un des rares dirigeants du football camerounais encore en vie. Pascal Baïlong Oona retrouve une maison qu'il connaît bien. L'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun a également été président de la FECAFOOT de 1992 à 1993. Il est crédité d'une probité morale, d'un sens des responsabilités et d'une bonne connaissance du sport roi. Michel Kaham aura également son mot à dire. L'actuel directeur de la KJ Sport Academy a également fait ses armes dans le management de plusieurs clubs et des Lions juniors et seniors. Les autres membres sont plutôt des juristes confirmés, qu'il s'agisse des professeurs Adolphe Minkwaché et Ephraim Guafor, de Prosper Abega, représentant de la CAF, James Mwange Kobila, enseignant de droit, qui a également un passé glorieux dans le journalisme. Le comité a de quoi faire rêver. La FIFA est représentée par Primo Corvaro, qui avait pris part à la mascarade électorale du 19 juin dernier. Ce 11 majeur est complété par David Anactonien, ancien secrétaire général du ministère des Sports, Amadou Evele, Ebenezer Mouloke et Jonathan També. Un noyau dur sur lequel repose l'espoir de tout un peuple, celui de voir son football débarrassé de tous les maux qui le minent. Je propose à présent de suivre les toutes premières déclarations du professeur Joseph Oona ainsi que de Primo Corvaro. Il est le représentant de la FIFA dans ce comité de normalisation, quelques instants seulement après la prise de fonction. Le même objectif. Nous sommes heureux du dénouement puisque la prise de possession du siège de la FECAFOOT maintenant par le comité de normalisation a levé le dernier obstacle pour la levée de la suspension. Donc je viens d'informer Zurich comme quoi le comité de normalisation est maintenant installé et donc je pense que d'ici quelques heures, encore aujourd'hui, la suspension va être levée. Et je pense que les membres du comité de normalisation, la qualité des membres, leur expérience nous permettent d'être relativement optimistes pour qu'on puisse couronner ce processus de succès. Je crois qu'on a fait un petit discours qui donne en perspective le programme qui nous a été défini. Nous ferons tout pour respecter ce programme-là et pour le faire. Ce programme, il est simple, réviser les statuts de la FIFA, assurer la gestion quotidienne, et assurer un processus électoral que j'ai défini comme transparent, juste et équitable. Eh bien, le comité de normalisation qui a donc pris fonction ce jour à Yaoundé a, entre autres, pour mission de désamorcer la crise entre les présidents de clubs d'élite et la Ligue de football professionnel ou encore le toilettage des textes de la FECAFOOT. Voici les différents chantiers sur lesquels ce comité devrait se pencher. C'est avec Jean-Paul Chouniat. L'administration de la FIFA, de concert avec la CAF, a donc identifié et désigné les membres du comité de normalisation, conformément à sa décision suspendant la FECAFOOT des activités de la FIFA. Le président de ce comité, l'ancien ministre des Sports Joseph Oona et son équipe, ont du pain sur la planche au regard de l'ampleur de la crise et tous les problèmes de structuration et d'organisation que connaît le football camerounais. Le comité d'urgence de la FIFA, dans sa décision du 4 juillet 2013, a assigné 2 missions à ce comité de normalisation. Réviser les textes organiques de la Fédération camerounaise de football et organiser de nouvelles élections d'ici mars 2014. Concrètement, d'ici 8 mois, Joseph Oona, Ngassa Api et tous les autres doivent trouver solution à tous les problèmes qui minent le bon fonctionnement et l'organisation du football au pays d'Albert Roger Mila. Et pour traduire ces missions dans les faits, le comité de normalisation doit élaborer un code électoral favorable à tout postulant à la présidence de la FECAFOOT. Revoir notamment l'article 4 à problème des ligues décentralisées, qui exclut tout prétendant à un poste à la fédération. Autre chantier à mettre en ordre, désamorcer la crise à la Ligue de football professionnel, où les présidents de clubs d'élite veulent le départ du général président Semengue, dont le mandat expire dans 72 heures. Autre paire de manches pour ce comité de normalisation, remettre la Coupe du Cameroun édition 2013 sur les rails. Cette compétition nationale est bloquée depuis des mois à la phase des préliminaires, suite à la décision du gouverneur Joseph Betty Assomo, suspendant le championnat dans la Ligue régionale de football du littoral. Le comité de normalisation est donc en place. Joseph Oona et ses collaborateurs ont un mandat de 8 mois pour normaliser le fonctionnement et la pratique des activités de football au Cameroun.
Il agira donc en tant qu'organe électoral. Ces décisions indiscutables et imposables à tous. Tous ses membres ne seront éligibles à aucun poste ouvert. Voici à présent ce qui passe pour être un infanticide dans la ville de Douala. C'est une fillette âgée seulement de 5 ans qui a reçu une douche pimentée dans ses parties intimes. Un acte odieux posé par, dit-on, de sa tutrice. Les images qui suivent peuvent être choquantes. Le récit des faits de Eukwa Claude et Sandine Babou. La petite princesse, 5 ans, revient de loin. Elle vient d'être victime d'un acte atroce posé par sa nourrice. La nommée Mirabelle aurait introduit du piment dans la partie intime de sa filleule. Après son forfait, elle abandonne l'enfant dans sa souffrance. C'est grâce à une voisine de la famille que cette dernière aura la vie sauve. Celle-ci va la conduire dans un centre de santé. On a demandé à la voisine qu'est-ce qui se passait. Elle nous a dit que c'est la maman avec qui cet enfant habite qui a pris le piment et elle a mis dans cet enfant. Princesse qui porte également des blessures sur le visage, senties avec des liaisons à sa partie intime. Toutes choses qui font penser au corps médical que l'enfant a été victime de maltraitance. Arrivée au chevet de Princesse, Mirabelle la tutrice nie tout en bloc. Selon elle, c'est un médicament traditionnel qui aurait causé ces désagréments. Elle est venue tout à l'heure et puis on lui a demandé bon, qu'est-ce qui est arrivé à l'enfant. Elle nous a dit que c'était le remède indigène dans lequel elle utilisait sur l'enfant. Une situation qui a laissé sans voix les populations du quartier Congo au lieu d'Ibanyangé. Princesse, dont les parents résident au Gabon, est actuellement sous soins intensifs. La suite du journal, on parle cette fois-ci de cette cargaison de volailles qui vient d'être appréhendée à Ebolova dans la région du Sud Cameroun. C'est une prise de la délégation départementale du Minépia de l'eau soupçon pèse désormais sur certaines autorités ainsi que les éléments de la douane et même de la police. Les précisions avec Roger Takala et Jean-Paul Chuniac. Cette destruction à ciel ouvert des poulets congelés est présentée comme un véritable coup de filet des services des pêches et industries animales du département de l'Andila. 670 cartons de marchandises d'origine douteuse, saisis pour un peu plus de 3,5 tonnes de poulet, évalués à 18 millions de francs CFA. Les collaborateurs m'ont saisi cette nuit. Je me suis dépêché et puis je leur ai reporté appui. Et donc on a convoyé donc cette cargaison après saisie à la délégation départementale et le véhicule a passé la nuit là-bas et c'est ce matin donc on a donc entamé les procédures pour donc la destruction. Selon des indications, cette volaille serait importée des États-Unis, du Canada via les pays voisins, le Gabon et la Guinée équatoriale, pour être écoulée en territoire camerounais. Une cargaison comme bien d'autres, jugée impropre à la consommation. C'est de l'importation frauduleuse qui est faite par des gens qui ne sont pas habilités à le faire et qui ne respectent pas la chaîne de froid. La troisième raison, et qui n'est pas la moins importante et qui est d'ordre économique et social, c'est la protection, n'est-ce pas, des agriculteurs locaux, parce que les gens font des efforts nuit et jour pour élever du poulet, pour produire du poulet, et ils sont abattus, et ils sont complètement démoralisés par ces découpes qui viennent, n'est-ce pas, d'on ne sait où. Ce stock de poulet était transporté à bord de ces fourgonnettes, dont les propriétaires ont pris le soin de fumer les vitres et garni l'intérieur de sachets plastiques. Dans la chasse à l'homme qu'opèrent les agents du Minépia et les forces de l'ordre, les occupants de ces véhicules prennent la fuite, abandonnant toutes les cargaisons. Selon des habitudes du tronçon qui aussi est Boulova, cette activité de contrebande prospère ici avec la complicité des hautes autorités administratives de la région du Sud, notamment les délégués régionaux du commerce, du ministère des Pêches et des Industries animales, des éléments de la douane et la police, tous évoluant dans un réseau bien huilé qui reste à démanteler. Restons dans la région du Sud où une bonne nouvelle cette fois-ci, on parle qu'il y aura bientôt du riz made in Ebolova dans nos différents marchés. Il s'agit donc d'une unité de décortiquage qui vient d'être installée dans cette partie du Cameroun, ce pour améliorer la qualité de la production. Retrouvons pour les détails Roger Takala et Jilingue. Après plus de 20 ans de retard dans la culture du riz, la région du sud de Cameroun vient d'être dotée d'une unité de décortiquage de ce céréale. Le décortiquage local veut dire que nous allons désormais retrouver sur le marché local du riz produit localement et en grande quantité. Ça veut dire que les importations de riz vont progressivement baisser. Les riziculteurs de la ville de Bolova peuvent désormais, à concurrence de 50 francs par kilogramme,
Se faire débarrasser de la peau jaunâtre qui recouvre le grain du riz à un taux de 30%. Pour une production optimale du riz fluvial, certaines pratiques doivent être appliquées. Pour avoir du bon riz, il faut d'abord suivre l'itinéraire technique. On prend la peine de former tous nos producteurs sur les différentes techniques culturelles. Et quand on les respecte, on respecte le temps des semis, on respecte l'entretien, on garde surtout contre les oiseaux, parce que quand les oiseaux ont picoré le riz, les grains sont vides. Le délégué régional du ministère de l'Agriculture et du Développement rural rappelle aux riziculteurs que cette unité artisanale a été conçue pour répondre aux besoins des populations. Les seigneurs de la terre apprécient l'initiative. On va maintenant produire notre riz ici, chez nous dans la région. On va le décortiquer sur place et le manger sur place. Vraiment, nous les producteurs, nous sommes vraiment en haut. Ce fruit est l'œuvre de la coopération Cameroun-Japon à travers le projet de développement de la riziculture fluviale de plateau en zone de forêt à pluviométrie bimodale au Cameroun. Cet appareil, constitué d'un bloc moteur et un bloc de décortiquage, avec une capacité de 2 tonnes de riz blanchi l'heure, ne consomme que du gasoil. Il sera à l'abri des coupures de l'énergie électrique, phénomène fréquent dans la ville de Bolova. En politique législative et municipale 2013, l'heure est actuellement à l'examen des dossiers de candidature au quartier général du Conseil électoral d'Elections Cameroun à Yaoundé. Eh bien, les membres de ce conseil ont jusqu'au 1er août 2013 pour rendre public les listes des candidats. Yannick Bazoua. C'est au Palais des Sports de Yaoundé que le Conseil électoral d'Elections Cameroun a installé son quartier général depuis vendredi dernier. Et c'est derrière cette porte que se sont réunis les membres du Conseil pour passer au peigne fin les différents dossiers de candidature. Selon certaines sources, 4 commissions ont été mises en place pour examiner les dossiers de candidature des différentes formations politiques. Les dossiers, tant pour les législatives que pour les municipales, arrivent au fur et à mesure que les jours passent. Pour l'instant, aucune information ne circule concernant la disponibilité effective de tous les dossiers de candidature comptant pour les municipales. Même comme au niveau des antennes communales du Mfundi, tous les dossiers ont déjà été acheminés à la Direction générale d'Elections Cameroun. À ce niveau, toutes les dispositions ont été prises pour assurer une bonne célérité dans le travail. On voulait que les partis ne viennent pas attendre longtemps. Donc, on a donc positionné 3 bureaux d'accueil et un bureau de vérification. Et ce, eu égard quelques difficultés mineures. Justement, pendant la période d'examen des dossiers, les difficultés sont révélées pour le cas de Yaoundé premier, très superficielles. On a effectivement travaillé, il y avait eu peut-être des discussions autour d'un certain nombre de documents qu'il fallait produire, mais à la fin, on s'est rendu compte que ces documents n'ont été produits. Le Conseil électoral dispose de 15 jours à compter de la date définitive du dépôt des dossiers. En clair, le Conseil devra publier les listes au plus tard le 1er août 2013. Eh bien, notons qu'au bas de ce reportage d'Yannick Bazoua, après donc quelques polémiques, quelques revendications que l'on a notées au terme de ces dépôts des dossiers de candidature, on va s'interroger en deuxième partie de ce journal si Elections Cameroun a agi en delà donc de ce que prévoit le code électoral. Ça sera avec nos invités. Rendons-nous à présent à l'Assemblée nationale où l'on parle de vide juridique ou non. Eh bien, le débat anime l'opinion à quelques heures seulement de la fin du mandat des députés. Pour le politologue Alawadi Zelao, il n'y a pas urgence à parler de vide dans la mesure où le Sénat peut sauver les meubles en cas d'urgence. Yannick Bazoua, une fois de plus. Après 4 prorogations, le mandat des députés élus en 2007 prend fin ce 23 juillet 2013. À partir de cet instant, de prime abord, du point de vue protocolaire, selon le politologue Alawadi Zelao, seul le Sénat peut répondre devant toute mission étrangère. Sur le plan protocolaire, n'est-ce pas, il me semble que la Chambre basse n'a plus qualité, si tant est que
les députés sont aujourd'hui engagés dans une compétition politique. Et donc, si jamais il arrivait qu'une mission diplomatique arrive dans notre pays et qu'elle veut bien rencontrer le Parlement camerounais, il me semble que c'est le Sénat qui est la porte la plus indiquée. Pour le politologue, s'il est vrai qu'il est difficile d'envisager que le Sénat puisse jouer le rôle de l'Assemblée nationale, mais en cas de nécessité grave, la Chambre haute sera amenée à jouer cette double fonction. Si jamais il y avait une urgence ou une nécessité impérieuse au niveau de la République, et je pense que de ce point de vue, le président de la République a effectivement la latitude de convoquer le Sénat en session extraordinaire. Et à ce moment-là, effectivement, cette Chambre-là devra faire son travail en toute légalité. Il n'y aura pas de problème d'ordre institutionnel au niveau du Parlement camerounais. Le Sénat, si jamais il est interpellé par le gouvernement ou par le président de la République sur un certain nombre de questions, il devra répondre en toute légitimité, en toute légalité, en toute quiétude. En clair, pour Alawadi Zelao, il n'y a peut-être pas urgence de parler d'un vide institutionnel. Je vous en prie. À l'étranger, élection présidentielle au Mali, eh bien, le dispositif en vue du scrutin du 28 juillet prochain se met progressivement en place dans la ville de Douala. Eh bien, pour les ressortissants maliens qui résident dans la capitale économique et tous ceux-là qui souhaitent prendre part à ce scrutin, ils devraient être régulièrement inscrits sur les listes biométriques. Eh bien, c'est l'une des recommandations faites ce jour par le vice-consul de Douala, Viviane Kamoa et Roméo Mbanga. Ces Maliens installés à Douala attendent impatiemment la date du 28 juillet 2013. Ils participeront au premier tour de l'élection présidentielle organisée au Mali, les tout premières depuis le coup d'État de 2012. Ils ont d'ores et déjà retiré leur carte d'électeur au consulat du Mali à Douala. On est beaucoup mobilisés pour voter dans notre pays, parce que c'est l'honneur de nous les Maliens qui sont à l'extérieur. Oui, on a nos cartes. On est prêt pour les élections. On a eu quelques documents, par exemple les cartes Lina. C'est sûr, on sera aux élections le 28. Almami Kamoté n'aura pas la même chance que ses compatriotes. Inscrit en Côte d'Ivoire, il ne pourra pas prendre part au vote. Moi, je me suis inscrit, mais je ne suis pas inscrit ici. Je me suis inscrit en Côte d'Ivoire. Donc non, malheureusement, bon, je n'ai pas mon carte Lina d'abord. Seuls les Maliens inscrits à Douala voteront dimanche prochain à l'école publique du Camberto de Douala. La liste ne peut pas s'établir du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il faut un travail en amont. Ce qu'on avait prévu, les gens qui ont fait les RAVEC au Mali et qui ont pu se faire, je ne sais pas, réinscrire sur la liste du Cameroun, et ils pourront voter avec leur carte. Selon les autorités maliennes au Cameroun, toutes les dispositions sont prises pour que le vote se passe dans de très bonnes conditions. L'équipe qui va partir à Bertois et l'équipe qui ira à Garoua, ils vont en même temps distribuer les cartes Nina qui serviront de cartes d'électeurs, mais aussi vont superviser les élections dans ces localités. Les Maliens vivant au Cameroun fondent beaucoup d'espoir sur cette élection présidentielle. Ils espèrent un retour imminent de la paix au Mali. Eh bien, tous les ressortissants maliens résidant à Douala sont donc invités à passer au consul retirer les cartes d'électeurs déjà disponibles. C'est ce qui met un terme à la première partie de ce journal. Mesdames, Messieurs, retrouvons-nous juste après la transition et nous allons parler des législatives et municipales 2013. Eh bien, quelques heures seulement après la date butoir de dépôt des dossiers de candidature, l'on a noté plusieurs revendications issues des partis politiques et même de certains candidats. Et pour aborder donc ce sujet, avec moi sur ce plateau, deux invités. Tout d'abord, à ma droite, Philippe Nanga, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes acteur de la société civile et vous êtes en même temps spécialiste des questions électorales. Oui, disons que je suis quotidiennement tout ce qui est lié à la démocratie dans notre pays. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Avec vous, sur ce plateau,
Maître Philippe Djumbissier, là vous abordez la casquette de politique. Vous êtes membre du MRC. Dans le Vouri-Est, bonsoir. Bonsoir Étienne. Effectivement, je suis membre du MRSC. Je suis l'un des cadres du MRSC, et pas dans Vouri-Est, mais plutôt dans Vouri-Centre. Voilà, c'est la précision en valait la peine. Mais on note quand même que c'est le MRC, le parti auquel vous appartenez, qui a mis au grand jour un certain nombre de griefs en ce qui concerne donc le dépôt des dossiers de candidature. Alors, que reprochez-vous à Élections Cameroun? Oui, avant de vous indiquer ce que nous reprochons à Élections Cameroun, je vais vous dire que le MRSC, depuis le déclenchement du processus électoral dans notre pays, c'est-à-dire même depuis la décision de la refonte du fichier électoral, a adopté une posture de chien de garde de notre démocratie. Et c'est ainsi que lorsque le président du conseil électoral ou bien le directeur général de l'ECAM a décidé d'arrêter les inscriptions de façon illégale sur les listes électorales, nous avons fait une requête qui a abouti à la reprise des inscriptions. Et ensuite, lorsque le corps électoral a été convoqué, c'est toujours le MRSC qui a rappelé l'ECAM à l'ordre pour que le communiqué soit fait afin que les candidats puissent faire établir les actes, toutes les pièces nécessaires pour la constitution du dossier de façon gratuite, comme exige l'article 295. Venons-en Mais aujourd'hui, ce qui nous concerne dans ce journal. Oui, on note que, du moins, session sentie à la sortie du président du MRC qui revendique à ce que son dossier, le dossier candidature législative dans le Mfundi, également dans les hauts plateaux, soit également pris en compte. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à Elections Cameroun par rapport à cela? On aimerait savoir. Nous nous sommes trouvés dans une situation d'injustice incroyable. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'au le 17 juillet, date de clôture des dépôts de candidatures, les mandataires du MRSC, à savoir Maître Sim Emmanuel, qui est vice-président du MRSC, Maître Kamku Théodore et Maître Assigana, se sont retrouvés dans l'enceinte de la direction générale de l'ECAM à Yaoundé. Avant l'heure butoir, c'est-à-dire plus précisément à 23h50. Et ils sont arrivés au même moment que le RDPC, que la délégation du RDPC. Et ils étaient munis de nos dossiers. Et on leur a fait rasseoir dans la salle d'attente qui était apprêtée à cet effet. Bon, bref, pour être plus court, c'est-à-dire il manquait une pièce et cette pièce-là est arrivée après minuit, c'est ça? Oui, effectivement, nos mandataires sont arrivés à la direction générale avec quelques dossiers qui n'avaient pas encore l'attestation de cautionnement, voilà, l'original de l'attestation de cautionnement. Voilà, et parce que ces cautionnements étaient en voie d'être établis. Voilà, on retient que le dossier n'était pas complet avant minuit. Alors, je souhaite que Philippe Nanga puisse également réagir à ce niveau parce que le problème tel que posé par le MRC, c'est qu'il est arrivé dans les locaux d'Elections Cameroun avant minuit, qui est dans la date de l'heure butoir de dépôt de candidature, et qu'il y a une pièce qui serait arrivée après minuit dans ce dossier. Alors, dans ce cas, est-ce que l'ECAM a agi à marge de ce que prévoit le code électoral? Mais je crois qu'il faut déjà apporter un éclairage aussi sur le processus. Quand on arrive à l'ECAM, qu'est-ce qui s'est fait? Est-ce qu'à 23h50, on procède à l'enregistrement du dossier ou alors à l'examen du dossier avant réception? Je crois qu'il faut poser la question comme ça parce que théoriquement, quand vous arrivez, c'est comme à la banque, si vous entrez avant la fermeture, et bien vous êtes dans le processus. Et donc, normalement, même si la banque ferme à 20h, vous êtes dans le processus, les banquiers ont l'obligation de vous servir. Sauf s'il y a un autre problème technique. Bon, est-ce que la question qu'on aimerait savoir, Philippe Nanga, voilà comment ça se présente. Les mandataires du MRC sont arrivés avant minuit. Et il paraît donc qu'ils attendaient une pièce. Cette pièce est arrivée après minuit. Alors, dans ce cas, est-ce que l'ECAM est toujours autorisé à recevoir leur dossier de candidature? C'est ça la préoccupation. Maintenant, il faut savoir aussi que, du point de vue international, parce que là, on est dans un processus quand même qui a de normes. Un dossier de candidature, une pièce peut être absente, mais elle est recevable.
C'est exact. Donc il ne faut pas penser qu'on n'est pas dans un processus où si une pièce manque et qu'elle est en train d'arriver, ça peut constituer le rejet d'un dossier. Non, ça il faut bien le préciser. Dans ce cas de figure, il faut déjà savoir la pièce qui manquait. Est-ce que c'est une pièce qui justifie le rejet, n'est-ce pas, ou bien la non-recevabilité du dossier, ou alors c'est une pièce qui peut être complétée et plus tard. Parce que c'est comme ça qu'on juge les processus dans le domaine électoral. Et pour ce cas-là, moi je juge plutôt la situation actuelle qui est décrite, parce que le MRC n'est pas le seul parti. On a aussi d'autres partis qui sont arrivés à 23h, à 22h. Alors, mais qu'est-ce qui pose le problème? Selon le code électoral, les candidats ont 15 jours pour constituer leur dossier. Alors, est-ce que c'est cette durée qui n'est pas suffisante? Pourtant, les autres partis ont quand même réussi, à ce laps de temps, à constituer leur dossier, à les déposer à temps. Je ne sais pas s'il y a un parti qui n'était pas présent dans les locaux de l'ECAM le 17, je ne sais pas. Il me semble que tous les partis, presque, même le RDPC, étaient présents dans les locaux de l'ECAM le 17 pour déposer des dossiers. Maintenant, je vais dire, s'il y a une excuse aussi, pour un parti jeune comme le MRC, il n'y a pas beaucoup d'excuses pour un parti comme le RDPC ou d'autres partis encore, parce qu'en réalité, moi j'analyse la situation autrement. Là encore, les partis politiques du Cameroun se laissent entraîner dans le jeu de la diversion dont le chef du parti au pouvoir est entré mettre dans l'art. Parce que si le code électoral très imparfait indique à partir de quand il faut déposer les dossiers de candidature, le code électoral ne dit pas qu'il faut attendre cette date-là pour commencer à constituer les dossiers. Donc c'est pour ça que c'est incompréhensible, n'est-ce pas? Puisqu'on dit bien les dossiers tels que c'est prévu, par exemple les extraits d'actes de naissance, ou bien le certificat de nationalité, ou encore l'extrait des casiers judiciaires, on a besoin d'un document qui date de moins de 3 mois. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'attendre qu'on convoque le code électoral pour préparer vos dossiers. Il se trouve simplement que là encore, le flou qui est entretenu, n'est-ce pas, autour du calendrier électoral, entraîne les gens, n'est-ce pas, dans un jeu qui les endort. Et finalement, ils ont l'impression qu'il faut attendre qu'on sonne la cloche. Or, comme je précise toujours aux politiciens, c'est lui qui a la cloche et qui la sonne quand il sait que lui, il est prêt. Et donc, à ce moment-là, vous avez de fortes chances de vous retrouver en difficulté. C'est le cas qui est vécu maintenant par plusieurs partis. Alors, ça signifie quoi, Maître Philippe Djoumbissi? Ça signifie que vous, est-ce qu'on peut dire que vous, de côté des partis de l'opposition, vous avez attendu la dernière minute pour qu'il y ait des revendications, pour que vous puissiez poser sur la table des revendications? Non, nous n'avons pas attendu la dernière minute. Nous nous sommes préparés pour constituer nos listes dès la convocation du corps électoral. Voyez-vous, Étienne, la difficulté était à quel niveau pour que vous ne puissiez pas constituer des listes être dans les délais? La difficulté réside dans l'application matérielle du code électoral. Parce que, voyez-vous, la loi dit que les dépôts de candidature doivent être faits 15 jours suivant la convocation du corps électoral. Mais cette même loi précise à l'article 180 que n'est pas recevable toute liste incomplète. Toute liste incomplète. Ouais. C'est ça la difficulté. Ça dit 15 jours. Et dans les 15 jours, vous vous rendez compte qu'il y a 4 jours non ouvrables. 4 jours non ouvrables. Et au cours de la concertation que l'ECAM a organisée avec les acteurs politiques, il n'a pas pensé, à aucun moment pensé de demander ou de recommander au gouvernement de faire à ce que les administrations impliquées dans le processus électoral puissent travailler les jours non ouvrables. Ça n'a pas été fait. Et plus grave, l'ECAM organise la concertation à 4 jours de la clôture pour donner des directives. Et au cours de cette concertation, l'ECAM dit que tel acte qui a été délivré par telle administration n'est pas valable. Je prends l'exemple des déclarations de candidature. Vendredi, ça dit à 4 jours après la concertation, les gars me disent que si vous avez fait signer la déclaration de candidature dans un commissariat de police, c'est non valable. Mais alors qu'on parle de déclaration revêtue de candidature légalisée. Le commissariat peut. Les gens, alors, les cas déboussole pour le monde. Le MRC se veut un parti de l'intelligentsia, disons-le entre guillemets. Pourquoi avoir attendu la dernière minute, sachant que non, nous n'avons pas attendu la dernière minute. Non, pas attendu la dernière minute, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est l'application matérielle du code. Comme je vous ai dit,
la pièce qui a retardé presque tous les partis, comme Philippe vient d'indiquer, que tous les partis sont retrouvés dans cette situation, c'est l'établissement des cautionnements, des attestations de cautionnement par le Trésor. Et on se trouve au Trésor avec les listes et les attestations doivent être établies individuellement, alors que nous sommes dans un scrutin de liste. Alors, on établit, si vous vous retrouvez au Trésor avec 100 candidats, par exemple, il faut établir les quittances candidat après candidat. Et l'établissement est tellement rébarbatif, ça prend du temps. Voilà. Pour établir, vous passez par 4 bureaux, on prend les listes, on dresse la liste, on passe à un autre bureau qui fait le reçu, un autre bureau qui établit la quittance, un autre bureau qui fait le cachet, et on dit 3 exemplaires, on multiplie, bon, et voilà. Pour établir une quittance, voilà, pour un candidat, on prend 1 heure de temps. C'est ça la difficulté. Parlons à présent du contentieux électoral, si vous permettez, Philippe Nanga. Est-ce que, dans ce cas d'espèce, est-ce que le MRC peut entamer le contentieux électoral quand on sait que celui-ci ne peut être ouvert qu'après la sortie des listes électorales? Quelles sont les voies de recours dont dispose le MRC, peut-être dans ce cas de figure? Mais je pense que le Code prévoit évidemment des voies de recours, donc les partis qui se sentent abusés dans leurs droits ont la possibilité, n'est-ce pas, d'introduire des requêtes pour demander réparation. Ça, c'est pas perdu. Moi, ce que je voudrais dire, donc il y a encore une possibilité, n'est-ce pas, pour ces partis de constituer, n'est-ce pas, des arguments pour obtenir réparation de leur préjudice. Maintenant, je voudrais relever quand même que, au-delà, n'est-ce pas, du code électoral imparfait, et ça c'est clair, et qui pose des problèmes, et qui est fait à dessein. Parce qu'il faut bien comprendre ça. Et c'est pour ça que les partis politiques qui se laissent piéger, là encore, c'est un problème. Parce que quand vous constatez que le cadre électoral déjà a un problème, il faut jouer sur l'anticipation et réfléchir comment contourner ces imperfections-là. Les partis ont eu beaucoup de problèmes. Déjà, le premier problème, c'est l'absolue nécessité, comme disait quelqu'un, de contrôler le personnel politique. C'est ça, j'ai dit, le MRC a une excuse, mais les autres, pas beaucoup. Donc là encore, le processus d'établissement des listes a posé beaucoup de problèmes, et ça dans au sein de tous les partis politiques. Ça, c'est le premier problème qu'il faut relever. Maintenant, le deuxième problème aussi, c'est le manque d'anticipation. C'est le manque d'anticipation. Les partis qui savent très bien qu'on a 15 jours pour produire des dossiers, n'ont pas anticipé. Et donc, du coup, au dernier moment, on se retrouve face à des situations où ceux qui tiennent la stratégie du processus électoral peuvent manœuvrer comme ils veulent. Par exemple, nous avons eu un cas qu'on nous a signalé dans la Léquier, où la veille, n'est-ce pas, de la clôture des candidatures, un responsable du conseil électoral est descendu sur le terrain pour organiser une réunion avec tous les responsables de l'ECAM. Du coup, ces derniers n'étaient pas disponibles cette journée-là pour recevoir les dossiers. Vous voyez un peu, on crée une journée comme ça pour créer du retard, et le lendemain, les gens se retrouvent en difficulté. Alors, il y a plusieurs cas comme ça. L'autre cas encore, c'est le cas de gens qui se retrouvent à l'intérieur de l'élection Cameroun, et qui vous disent, il est 23h45, mais le gars vous dit, non, moi j'ai 5 minutes à ma montre, et c'est sa montre qu'il considère. Okay. Vous voyez, il y a des cas, des figures comme ça qui font qu'en réalité, ça rentre dans la stratégie, n'est-ce pas, de ceux qui tiennent pour le moment le pouvoir et donc qui contrôlent le processus électoral. Voilà, Philippe Nanga, merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci également, Maître Fidèle Djoubessi. On n'aura pas le temps de nous étaler de long en large. Il y aura donc l'occasion, au cours des éditions spécialisées sur Equinox Télévision, de revenir sur ces sujets. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir répondu à cette invitation. C'est ici que nous mettons un terme à ce journal. Retrouvez tout à l'heure, juste après, à 20h45, l'équipe de rédaction du sport sur Equinox Télévision dans le cadre de l'émission 100% foot. Quant à moi, je vous dis merci tout en vous donnant rendez-vous demain à la même heure.